that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop. Under the lights when everything. Hello everyone and welcome to the Cassie and Friends. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire Cassie and Friends. Petit rappel, si vous voulez écouter le français, vous pouvez cliquer sur le bouton Interprétation et choisissez le French, le français. Je m'appelle Jennifer, je suis votre animatrice pour aujourd'hui. Je suis très contente d'avoir nos invités ici aujourd'hui. Alors, j'aimerais donc vous souhaiter la bienvenue sur cette séance sur le soulagement de la douleur. Devon et moi sommes de Windsor. Alors, s'il vous plaît, dans la boîte de clavardage, parlez-nous de vos vacances préférées, ce que vous avez fait pendant ces vacances-là. Vous êtes en mode muet, donc on ne peut pas vous entendre. Et si vous avez des ennuis techniques, il y a un numéro que vous pouvez composer. Vous l'avez reçu lors de l'inscription. Nous aimerions remercier nos commanditaires aujourd'hui parce que sans leur appui très généreux, on n'aurait pas pu avoir des séances de ce genre. On aimerait remercier la Société d'arthrite, Nicolas, Abvi, Amgen et Sobi. Un petit mot. Si vous aimez ce genre de séance, vous pouvez en écouter d'autres à caseyandfriends.ca et vous aurez accès à la présentation d'aujourd'hui dans quelques jours. Nous avons aussi des ressources pour vous et vous pouvez avoir de l'information sur tous les sujets possibles, imaginables, que ce soit les rudiments de l'AGI, les médicaments biologiques, la nutrition, l'activité physique, la santé mentale, les injections et le reste. Aujourd'hui, nous avons 80 personnes qui se joignent à nous. Alors, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. 3 pays sont représentés. Si vous êtes comme nous, vous savez qu'il existe des communautés qui vous comprennent complètement. Alors, vous pouvez entretenir la discussion avec les membres de notre communauté. Vous allez trouver qu'il y a d'autres familles comme la vôtre. Un petit mot sur les événements prochains. Vous allez recevoir un lien avec un sondage et des ressources. S'il vous plaît, répondez au sondage. Cela nous aide beaucoup. Et également, nous avons des événements qui sont prévus un peu partout au pays. Alors, s'il vous plaît, regardez ce qu'il en est. Il y a aussi des activités marche et cours près de chez vous. Et nous aurons aussi un événement particulier qui aura lieu sous peu, en 2022, sur les techniques de distraction. En dernier lieu, n'oubliez pas que vous pouvez poser une question en allant dans la boîte du bas où il y a Q&A. On essaiera de répondre au plus grand nombre de questions possibles, mais sinon, on vous donnera l'information autrement. Et vous pouvez toujours poser des questions en envoyant un courriel ou consulter info à caseyandfriends.ca ou encore aller voir ce qu'il en est à caseyandfriends.ca. Alors, un petit mot pour nous présenter. Je m'appelle Jennifer Healy et j'ai ma fille, Devon Nichols, qui est avec moi. Et nous aurons aussi le docteur Tara McGrath, qui est rhumatologue pédiatrique et médecin spécialiste de la douleur. Elle travaille au Stories Children's Hospital et elle a eu donc une formation à l'hôpital des
enfants malades aussi en Alberta. Et elle a aussi étudié dans le domaine de la douleur chronique chez les enfants. Et elle comprend très bien ce qu'il en est de la douleur et elle veut faire en sorte qu'on apporte des changements dans la vie de ceux qui souffrent. Elle aime beaucoup autonomiser pardon, les enfants et donner les outils voulus pour composer avec la douleur. Maintenant, nous allons commencer par le côté patient. Alors, Devon va prendre la parole. Devon, ma fille, va prendre la parole. J'ai 14 ans, je m'appelle Devon, je suis de l'Ontario. J'ai eu un diagnostic d'enthésite en rapport avec l'arthrite juvénile et quand j'avais 12 ans. Et maintenant, j'appartiens à une communauté, Casey and Friends. Je suis très contente de faire partie de cette communauté et ça a apporté toute une différence pour moi. Alors, moi, je vis donc à Amherstburg, en Ontario. Alors, avant que j'ai eu ce diagnostic-là, j'étais une gymnaste de haut niveau et je vais vous montrer ce que je pouvais faire avant la fin de février 2020. Alors, voici un petit extrait de ce que je pouvais faire. On montre une vidéo maintenant avec Devon qui fait de la gymnastique. Wow. Okay, so that's kind of just all of the crazy stuff that I was able to do Alors, before. voilà ce que je pouvais faire avant mon diagnostic. Alors, ce qu'on regarde qui s'est produit, c'est difficile de voir quand ça a vraiment commencé. Il y avait toutes sortes de petits signes avant-coureurs. J'avais trop de blessures. Alors, moi, j'avais plus de blessures que les autres. Et je ne me posais pas vraiment de questions. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que ça se passe? Et puis, je peux vous dire que je me suis posé la question. Et puis, ma mère trouvait que ce n'était pas tout à fait normal. Et ensuite, Devon a eu la coqueluche. Elle ne se sentait pas bien et elle n'arrivait pas à rebondir. Elle était constamment malade et il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Alors, j'ai demandé au médecin de faire des tests sanguins, mais il n'y a pas eu des réponses. Et puis, elle avait aussi une inflammation des articulations. Il n'y avait pas de réponse au sujet des tests sanguins. Et on s'est rendu compte qu'elle n'allait pas bien. Elle avait des poussées de douleur. Ensuite, elle a eu une chute. Et on s'est rendu compte que peut-être qu'il y avait d'autres choses dans son cas. Et nous pensions qu'en ce moment-là, elle avait fait une chute et donc c'était dû à sa chute. Donc, on lui a donné des médicaments. Elle a eu des anti-inflammatoires et puis elle continuait quand même à avoir de l'inflammation des articulations. Alors, voici les débuts de la maladie, dit Devon. Ça a commencé en fait dès mars 2020. Alors, c'était le début de la COVID. J'étais à la maison et je n'avais pas vraiment de traumatisme dû à la gymnastique parce que c'était le début de la COVID. Mais je me demandais comment ça se fait que j'avais si mal aux genoux, partout. Alors, je me suis dit peut-être que j'ai de l'arthrite. Je peux vivre avec ça. Mais j'avais de la douleur et j'avais aussi une perte de mobilité.
Alors, j'arrivais à faire le tour du bloc sans avoir trop de douleur, mais au bout d'une semaine, ma mère a presque dû me porter pour me ramener à la maison parce que j'avais tellement, tellement mal. Et puis, j'avais même de la difficulté à utiliser le shampoing, sortir de la bouteille. Je n'arrivais pas à dévisser les pots. Alors, tout cela m'inquiétait. Alors, voici une autre vidéo et on voit ici les changements que j'ai eus, des changements subis. Vous voyez un petit peu avec ce qui s'est passé comparativement à la première vidéo que vous avez vue. Voilà, on voit Devin qui a vraiment de la difficulté à marcher. So yeah, that's still a bit of a hard video to watch, even now. C'est But yeah, difficile de regarder cette vidéo. Même maintenant, j'ai de la difficulté à la regarder. Alors, la maman nous dit qu'elle avait marché 300 mètres, c'est tout. Il y a tout un parcours au diagnostic. On peut se rendre compte qu'il y avait des changements déjà lorsqu'elle avait l'âge de 10 ans. Et le médecin de famille nous a dit peut-être qu'elle avait des ennuis liés à la santé mentale. Tout était dans sa tête, peut-être. Le médecin de famille ne comprenait pas ce qui se passait. Alors, on s'est dit, bon, il fallait trouver peut-être un autre médecin de famille. Moi, je peux dire, dit Devin, que j'aimais vraiment beaucoup l'école, j'aimais beaucoup faire de la gymnastique. Et puis, on a décidé de changer de médecin de famille parce que j'avais vraiment pas d'ennui de santé mentale. Alors, la maman me dit, écoutez, tout ça, ça s'est produit surtout après le début de la COVID. Alors, notre nouveau médecin de famille nous a dit qu'il fallait aller voir un rhumatologiste. Alors, on a recommencé avec les tests sanguins, les radios, l'IRM. Et ensuite, le médecin n'a pas vraiment vérifié l'état des articulations. Elle avait quand même de l'inflammation, de l'enflure. Et puis, nous avons vu un deuxième rhumatologue et ce rhumatologue a vu ce qui se passait à ce moment-là. Et on a eu à ce moment-là un diagnostic d'AJI. Et puis, Devin dit, oui, moi, je pensais que tout ça, c'était dans ma tête avant de trouver un rhumatologue qui comprenne ce qu'il en est. Et puis, évidemment, j'avais peur que tout le monde pense que j'imaginais des choses et que c'était dans ma tête que ça se passait. Alors, voici un résumé des médicaments que je prenais. Alors, il y avait des anti-inflammatoires non stéroïdiens, donc du naproxène, et c'était un peu trop dur pour mon intestin. Alors, j'ai eu ensuite du Celebrex, du Meloxicam, et nous avons donc changé à Meloxicam parce que je le supportais mieux. Et puis, malheureusement, Meloxicam n'était pas suffisant pour arriver à arrêter l'inflammation.
Et donc, j'ai changé, j'ai pris du lansoprazole pour protéger l'intestin. Et il y a beaucoup d'entre vous, je suis sûre, qui avaient des injections de méthotrexate. Et ça peut faire peur aussi au point de départ. Mais j'ai d'abord commencé avec des doses de 15 milligrammes et ensuite, on a dû augmenter la dose à 25 milligrammes parce que ce n'est pas suffisant. Et j'ai aussi essayé un médicament biologique. Et évidemment, je détestais les injections. Et alors, il fallait de trouver des stratégies pour essayer de composer avec les injections du Mira et tout le reste. Et donc, j'ai eu ces injections du Mira 2 fois par semaine et ensuite chaque semaine. Je pensais que cela allait entraîner une rémission, mais mon organisme est très têtu et donc j'ai dû aussi prendre des infusions de Rémicade. Et je commençais cela et je devais le prendre toutes les 8 semaines. Ensuite, ça a été 6 semaines parce que je commençais de nouveau à avoir de l'inflammation. Et puis maintenant, j'ajoute aussi de la vitamine D, de la B12, de l'acide folique et aussi du diclofénac topique. Et tout cela aide pour les effets secondaires. Et cela aide à soulager ma douleur. Et cela a vraiment amélioré ma qualité de vie et cela a aidé à soulager ma douleur. So part of our process as well was finding the right medical team. We joke that Devin Donc, il saw fallait every symptom trouver within about 2 weeks la of pulling bonne her équipe for a while. médicale. Je crois qu'on avait consulté tous les médecins possibles, imaginables autour. This is just a bit of a On learning a réuni un tas de so spécialistes, on en a vu beaucoup. hair. Alors, je vous donne juste une idée de personnes qui s'occupaient de l'état de santé de Devon, le médecin de famille, le clinicien de santé mentale, euh, euh, également le pédiatre, rhumatologue pédiatrique, le gastro-entérologue pédiatrique, l'optométriste, l'immunologiste, physiothérapeute pour la réadaptation non liée à l'arthrite, ensuite l'ergothérapeute, la physio et l'équipe de douleurs chroniques chez les enfants aussi. Alors, Devon dit, j'ai beaucoup appris de cette expérience. Et ce qui est très important pour moi, en tout cas, c'est d'utiliser la chaleur ou de la glace. Cela dépend des cas. Alors, cela dépend de comment je me sens. Alors, quelquefois, c'est de la chaleur et aussi la glace, ça aide lorsqu'il y a de l'enflure pour les articulations. Alors, comme je vous l'ai déjà dit, j'étais une gymnaste de haut niveau. J'étais très compétitive. Alors, j'ai essayé d'écouter mon corps. Et puis, vous savez, avant moi, j'essayais de me dépasser constamment, d'aller au-delà de la douleur. Et puis maintenant, ça a changé. J'ai dû respecter mes limites. Et puis, en fait, cela me rend plus forte parce qu'on sait que si on pousse trop, eh bien, on va avoir encore plus de problèmes. Donc, maintenant, je comprends que c'est bien de pouvoir se reposer une journée si on en a besoin. Et donc, moi, j'essaie de faire tout ce que je peux pour mes études à l'école. Lorsque j'ai de bonnes journées, j'en fais le plus possible parce que je sais qu'il y aura des journées où ça n'ira pas aussi bien. Et puis, je ne veux pas donc
être en arrière, en fait, dans mes études. Alors, je- oui, et puis, j'ai vu aussi une vidéo et j'ai fait une vidéo. Je voulais être ouverte et honnête pour parler de ma maladie et de mes limites. Et puis, cela m'a aidé à me sentir moins seule et cela m'a aidé dans mon parcours. Évidemment, c'est important de prendre soin de soi, de connaître ses limites. Mais si vous avez de la douleur, que vous soyez assis à la maison, que vous soyez dehors, par exemple, il faut quand même trouver de la joie. Parce que lorsqu'on a de la douleur chronique, on ne sait pas au juste quand les journées où on ne se sent pas bien vont arriver. Alors, il vaut mieux en profiter quand tout va bien. Alors, lorsqu'il y a de la raideur, j'en fais un peu moins. Alors, je pense que ce qui est très important pour moi, c'est de faire ce que je peux. Et puis, quelquefois, des étirements, ça m'aide juste pour soulager un peu la douleur. La douleur chronique, ce n'est pas une question uniquement de douleur physique. On peut parler de peine chronique, par exemple. Évidemment, ça devient plus facile, euh, mais il y a des journées où ça ne se passe pas très bien. Il faut aussi qu'on comprenne ce qui se passe et puis ça crée un certain isolement. Et puis il y a du stress aussi parce qu'il faut fixer les rendez-vous médicaux en dehors des heures où on est à l'école ou on est au travail, par exemple. Devon dit, je vais vous parler de l'importance de la communauté. C'est très important de dire aux gens ce qui se passe. Et ça aide beaucoup. Il faut être ouvert, il faut être honnête, parce que je me rends compte qu'il y a tellement de personnes qui m'appuient, qui me soutiennent et on se sent moins seul. Et également, ça nous aide parce que si les gens comprennent mieux la maladie, s'ils sont mieux informés, eh bien, on peut vous aider plus facilement. Et également, ce qui est très important, c'est de pouvoir établir des contacts en ligne avec d'autres personnes. Ça fait toute une différence. Et je peux vous dire que Casey and Friends a fait une différence pour moi parce que j'en ai trouvé d'autres personnes, des amis. Et puis, je voyais aussi qu'il y avait des gens qui m'envoyaient des pouces levés. Et puis, je me suis rendu compte que c'est formidable. Et puis, je me suis rendu compte que je n'étais pas seule. Je n'étais pas la seule personne au monde à avoir cette maladie et je me sentais tellement moins seule. Et c'était tellement important pour moi. Alors, voici ce que j'ai appris de mon parcours. C'est de pouvoir, si on établit des limites et si on écoute son corps, ça ne veut pas dire que vous êtes faible. Non, pas du tout. Parce que avant, je pensais qu'il fallait toujours être forte, mais je me rends compte que je suis plus forte maintenant que je ne le pensais parce que je peux maintenant attaquer à peu près n'importe quoi. Et également, la maladie m'a appris à apprécier les petites choses de la vie parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Alors, les petites choses s'ajoutent et ça fait une différence. Alors, avant, évidemment, on célébrait les médailles, mais maintenant, on apprécie d'autres choses qui valent la peine. Et je suis un peu une perfectionniste, dit Devon. C'est vrai. Et maintenant, je me rends compte que j'ai de la valeur, même si je ne suis pas parfaite, même si je ne suis pas une athlète, parce que c'est vrai qu'on a des limites. Et puis, du jour en jour, les choses changent.
on ne peut pas être toujours au meilleur de sa forme. Et puis, je me rends compte quand même pour qui je suis. Et il faut reconnaître ses limites. Et il y a tellement de choses que je peux quand même faire. All right. Well, Et thank puis, you so much for la sharing today. I JA know ne it was pourra a jamais commitment of the enlever century. ce que j'ai. Merci That said, beaucoup. I'm going to take this Alors, opportunity to cela dit, introduce Dr. Tara dit McGrath, Jennifer, and j'aimerais she'll have the floor. présenter la docteure Tara McGrath et lui céder la parole. Awesome. Hi there, everyone. Bonjour, dit la docteure Tara McGrath. Merci Merci beaucoup d'avoir échangé avec nous. Alors, c'est merveilleux d'écouter ce que vous aviez à dire, d'écouter votre expérience. Et je sais que d'autres participants apprécient beaucoup ce que vous avez dit. Maintenant, je vais aborder un sujet un peu plus médical. Et ce que vous avez dit, c'est une très bonne introduction à ce que je vais dire moi aussi. Alors, excusez-moi, je vais essayer de partager mon écran. Alors, soyez patients. J'espère que ça va bien fonctionner, dit la docteure McGrath. Voilà. Bon, je vais réessayer. Nous y voilà. All right. Can I get someone to confirm that you're seeing just the PowerPoint slide? Est-ce que vous voyez bien la diapositive PowerPoint? Yep, you're good. Okay. On répond oui, merci beaucoup. Seeing the full PowerPoint slide and not a weird black screen Alors, with vous like- voyez donc ma diapo et non pas un écran noir. C'est Yep, bien ça? everything's all good. All Oui, good. I très appreciate bien, that. merci. It's hard when you're speaking into a void of silence to know if there's anything. Alors, c'est difficile de savoir ce qu'il en est quand on est de l'autre côté. Alors, merci beaucoup de me dire que vous voyez bien à l'écran mes diapos. All right. I just want to say thanks for that introduction. Merci, Thanks for the opportunity to present this Jen, de m'avoir présenté et merci aussi de me donner la parole aujourd'hui. Alors, je m'appelle Tara McGrath et je suis donc pédiatre spécialiste de la douleur en Alberta et j'ai passé une année à étudier avec l'équipe de la douleur et j'ai beaucoup appris aussi des experts d'un peu partout et aussi au Royaume-Uni. Et puis, j'ai pu partager des données qui m'ont été fournies. Alors, ça, c'est très bien. Alors, avant de commencer, j'aimerais avoir de l'information dans la boîte de clavardage. S'il vous plaît, faites-moi savoir quelle maladie vous touche, vous et votre famille. Alors, c'est sans doute de l'AGI en raison de la population visée, mais peut-être qu'il y a d'autres maladies. Alors, je serais savoir ce qu'il en est, quelle est la maladie qui vous touche, etc. Alors, s'il vous plaît, dites-moi ce qu'il en est. Je vais regarder ce qui est dans la boîte de clavardage ou le chat. I'm just scrolling through, just giving everybody. Alors, je regarde ce qu'il en est, dit la docteure McGrath. Je vois qu'il y a divers types d'AGI et il y a des maladies, par exemple de lupus érythémateux systémique, et il y a d'autres maladies. Nous avons divers syndromes aussi. Nous avons de la polyarthrite juvénile. Nous avons des arthrites avec enthésite et autres.
mais je vois qu'il y a toute une variété. Alors, merci beaucoup de partager avec nous ce qu'il en est. Bon, de la GI, il y a aussi de chondromatose aussi, et puis aussi d'ostéochondromatose synoviale aussi. Alors, merci. Et, divers types de polyarthrite. Alors, voici une citation pour les parents ou les soignants. Je ne sais pas qui a fait cette citation-là, mais enfin, je vais vous la lire. Peu importe l'âge de nos enfants, quand ils ont mal, on a mal aussi. Alors, ça s'adresse aux parents et aux soignants. Alors, je sais qu'il y a du personnel qui travaille dans le domaine de la rhumatologie. Peut-être que ça s'applique à des parents qui ont des enfants qui ont d'autres types de douleurs aussi. En tout cas, ça nous touche, n'est-ce pas? Donc, peu importe l'âge de nos enfants, quand ils ont mal, on a mal aussi. Alors, sur ce, je vais continuer. Je vais vous dire quels sont mes objectifs aujourd'hui. J'aimerais voir quelle est la place de la douleur chronique chez l'enfant dans les maladies rhumatismales, parce que moi, je m'occupe de rhumatologie, mais aussi de douleur. J'aimerais aussi discuter du modèle biopsychosocial de la douleur chronique. J'aimerais aussi voir quelles sont les stratégies de soulagement de la douleur pour les enfants qui souffrent de douleurs chroniques et vous donner des trucs et astuces. D'abord, il faut définir la douleur. La douleur a un objectif. Par exemple, si vous touchez un poil qui est chaud, eh bien, c'est la douleur, ça protège. Parce que lorsqu'on a des sensations déplaisantes, notre cerveau va changer le comportement. Ça, c'est très important. Alors, beaucoup de personnes qui sont ici aujourd'hui ont peut-être eu un os cassé ou une déchirure musculaire. Donc, le cerveau vous dit que l'os ou le tissu est blessé et donc vous devez mettre l'os ou le tissu au repos parce que si vous continuez à faire ce que vous faites, vous allez euh, vous blesser encore plus. Donc, la douleur prévient la blessure et permet la guérison. Alors, bien souvent, les complications du diabète, par exemple, c'est de la douleur dans les pieds. Bien souvent, si on a des blessures aux pieds, on aura des plaies. Et puis, les plaies sont là parce qu'on n'écoute pas la douleur. Et la douleur est là pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, je vais vous montrer des photos qui font mal. Alors, s'il vous plaît, ne regardez pas si ce sont des photos que vous n'aimez pas, mais je veux que vous compreniez ce qui se passe, pardon. Alors, il y a un avertissement. Quelquefois, il y a des pensées. Alors, la douleur peut être activée sans qu'il y ait une blessure physique. Par exemple, on voit quelqu'un qui se fait mal. Hein? Alors, ça vous fait mal aussi. Donc, les pensées peuvent engendrer la douleur. Aussi, par exemple, les céphalées ou les maux de tête. Alors, les maux de tête. Alors, écrivez dans la boîte de clavardage. Alors, qu'est-ce qui déclenche un mal de tête? Les maux de tête sont très, très fréquents. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque vous voyez quelqu'un qui a très mal à la tête? Bon, il peut y avoir déshydratation, le stress,
Alors, il peut y avoir un diagnostic qui n'a pas été identifié. Alors, tout ça, ça peut engendrer des maux de tête. Le traumatisme peut donc engendrer un mal de tête, un bruit très fort aussi. Il y a tellement de facteurs, l'absence de sommeil, la fatigue. Alors, merci d'avoir mis tout ça dans la boîte de clavardage. Chez certains patients, la douleur se poursuit et ne s'arrête pas. Alors, ça dure plus de 3 à 6 mois. Ça devient chronique ou persistant. Alors, cette douleur peut se produire en raison d'un état de santé sous-jacent, par exemple une maladie rhumatismale. Et il y a de la douleur qui, au point de départ, était utile, mais n'est plus du tout utile. Par exemple, on se rend compte que la douleur n'est plus utile, par exemple, lorsqu'on a mal et qu'on a une douleur du membre fantôme, comme on dit, ou ce qu'on appelle une illusion des amputés. Alors, on a mal à un membre qui n'est plus là et cette douleur est réelle. Elle n'est pas utile, mais elle est bien réelle. Alors, qu'est-ce qui se produit? Bien souvent, le système de douleur peut être surprotecteur. Par exemple, notre cerveau est conditionné, d'accord? Par exemple, si on a un détecteur de fumée, eh bien, le détecteur de fumée se déclenche pour prévenir qu'il y a un risque d'incendie. Mais ce n'est pas vraiment utile, n'est-ce pas? Donc, comment ça se passe, cette surprotection? Notre cerveau est conditionné. Un exemple de conditionnement, c'est le réflexe conditionné de Pavlov. Vous avez peut-être entendu parler de l'expérience du chien de Pavlov. Peut-être qu'à l'école, vous apprenez ça. Par exemple, lorsqu'on met de la nourriture devant le chien, eh ben, il salive ou il agite la clochette. Et puis, si on agite la clochette, le chien salive. Alors, le chien associe la clochette à la nourriture. Et ça se passe aussi chez les êtres humains. Donc, la douleur est là sans qu'il y ait de stimulus physique. Donc, le cerveau peut apprendre la douleur et la douleur à ce moment-là peut s'étendre et aussi les endroits où on avait de la douleur peuvent être réactivés. Et bien souvent, cette douleur est due à l'humeur et aux pensées. Alors, qu'est-ce qu'on connaît au sujet de la douleur et des maladies rhumatismales chez les enfants? La douleur est pénible, est une caractéristique prévalente de l'AGI et certainement touche la qualité de vie de l'enfant. C'est certainement une composante la plus pénible de la maladie. Même si on sait mieux comment traiter l'inflammation, les enfants ont toujours de la douleur. Pourquoi? Parce que c'est très compliqué. Et pourquoi? C'est parce qu'il y a un certain développement de douleurs chroniques chez certains enfants. Alors, il n'y a pas tellement de données scientifiques sur la douleur chez l'enfant. Et dans le cas de dermatomyosite juvénile, eh bien, ça touche les tissus. Dans le cas de lupus érythémateux systémique, ça peut être des douleurs dans l'abdomen ou ailleurs. Et aussi, la douleur se retrouve dans d'autres maladies rhumatismales, la vasculite, la maladie de Behçet, également dans le cas d'ostéomyélite chronique non bactérienne ou d'ostéomyélite multifocale chronique récurrente.
et certaines de ces maladies ont été citées dans la boîte de clavardage. Pour résumer, les maladies rhumatologiques provoquent l'inflammation et cela fait mal. Alors, pourquoi est-ce que la douleur chronique est plus complexe dans le cas de maladies rhumatologiques? Alors, ces maladies-là sont des maladies chroniques sujettes à des poussées. Alors, certains enfants qui ont une douleur prolongée ou récurrente de l'inflammation sont sujets à développer de la douleur chronique. L'inflammation n'est qu'une pièce du casse-tête et cette expérience peut évoluer au fil du temps. Alors, ça fait en sorte que c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Alors, regardons un peu ce qu'il en est des données scientifiques actuelles concernant la douleur chronique chez l'enfant. J'espère que vous avez compris, c'est que la douleur chronique est due au système nerveux. Alors, vous voyez ici la sensibilisation centrale. Et il y a eu beaucoup de recherches dans ce domaine-là, surtout par Kurotallo, qui est professeur à Harvard. La sensibilisation centrale est définie comme une amplification de la signalisation neuronale à l'intérieur du système nerveux central qui provoque une hypersensibilité à la douleur. Par exemple, si on vous touche, ça peut entraîner de la douleur. Alors, c'est encore plus complexe. Par exemple, l'humeur peut affecter la douleur. Alors, nous avons ici un modèle biopsychosocial et c'est l'approche qui est maintenant reconnue. Et donc, il y a le côté bio, le côté psychologique et le côté social. Donc, la biologie, la psychologie, la sociale se retrouvent ici. Alors, donc, il y a une interaction entre les facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Alors, vous voyez ici les diverses causes. La douleur chronique n'est pas un trouble psychologique ou social. Non, ce sont l'ensemble de ces facteurs qui font en sorte qu'il y a de la douleur. Maintenant, je vais parler du soulagement de la douleur. Alors, étant donné les diverses couches de la douleur, alors le soulagement ou la gestion de la douleur se situe aussi à divers niveaux. Alors, il faut d'abord traiter l'inflammation, ensuite, il faut accroître l'activité physique, ensuite, il faut encourager le bien-être mental et améliorer le sommeil. Alors, la rhumatologie, on le sait, qu'il faut traiter l'inflammation. Alors, c'est très important de travailler avec l'équipe de rhumatologie pour trouver le bon traitement, la bonne thérapie pour traiter l'inflammation. Ça peut être des anti-inflammatoires, mais ça peut être aussi une combinaison de divers médicaments. Maintenant, l'activité physique. Alors, vous avez sans doute travaillé avec un ergothérapeute ou physiothérapie aussi. Alors, la réadaptation est très importante et il y a des données probantes qui montrent ce qu'il en est de la gestion de la douleur chronique, c'est-à-dire qu'il faut augmenter aussi l'activité physique. Alors, il faut reformer le cerveau de comment réagir à la douleur. Il y a aussi des données probantes que les enfants peuvent avoir des troubles de santé mentale en raison de la douleur chronique. Et cela
peut donc prédisposer aussi à la douleur chronique. Et je vais faire un petit exercice avec vous. Je vais vous montrer la prochaine diapositive. Alors, voici 8 ou 18 mots qui sont cachés dans ce bloc. Alors, vous pouvez décider comment vous voulez regarder ces mots-là, mais cherchez des mots. Je vais vous donner une petite minute pour chercher autant de mots que possible en une seule minute. Mais il y aura aussi un petit peu de signal qui va vous être lancé. Bon, je vais vous donner une petite minute pour regarder des mots. Une minute et chercher tous les mots que vous pouvez trouver à l'intérieur avec les lettres que vous voyez à l'écran. Formez des mots. Une minute pour le faire. On entend maintenant une sirène. Il y a une sirène qui se déclenche. Il y a un avertisseur, une sirène. All right. So I'm just going to pull up the chat here. Alors, je vais voir dans la boîte de clavardage qu'il en est. We've got some good words found here. Oh yeah, we've got Nous avons toutes sortes de mots. Okay, just trying to get to the next slide here. Okay. Bon, la prochaine diapo. Thanks for sharing all of Alors, merci d'avoir mis vos mots dans la boîte de clavardage now. à partir des lettres qui étaient à l'écran. Demonstration or exercise here. What I would like you to do now. Non, ce que je voulais vous dire en fait, bon, vous avez entendu la sirène, l'avertisseur. Bon, est-ce que ça vous a gêné dans la recherche des mots? Oui, bon, stress, ça provoque, ça fait mal aux oreilles. Alors, quelques mots, bon, ça crée de l'anxiété d'écouter cette sirène, cet avertisseur, alors qu'on vous montre des lettres à l'écran. Alors oui, ça crée de l'anxiété, c'est vrai. Ça n'a pas aidé à chercher des mots. Alors, merci beaucoup d'avoir partagé vos idées. Je sais que tout le monde ne peut pas ajouter des commentaires dans la boîte de clavardage, mais merci. Alors, l'exercice que je fais ici, c'est que lorsqu'on essaie de trouver des mots et qu'on a ces bruits qui vous cassent les oreilles, eh ben, c'est la même chose lorsqu'on a de la douleur. Alors, vous avez parlé de distraction, d'anxiété, de stress, tout ça, on le comprend très bien. Alors, si on a une sirène de douleur dans la tête, c'est stressant, ça fait peur et le cerveau vous dit constamment qu'il y a un danger. Alors, lorsque vous voulez faire une activité physique, faire du sport, voir des amis, vous avez toujours le cerveau qui va déclencher la sirène. Et comme on l'a dit plus tôt, plus il y a de l'anxiété, plus la douleur sera accrue. C'est un cercle vicieux. C'est vrai pour tout le monde. Et la douleur chronique n'est pas créée par la dépression ou l'anxiété.
Mais les enfants qui ont de l'anxiété ont plus de chances d'avoir de la douleur chronique et les enfants qui ont de la douleur chronique ont plus de chances d'avoir de l'anxiété. Donc, il peut y avoir une anxiété qui peut se développer, mais il faut briser le cycle. Et ce qui est très important, c'est que l'intervention psychologique, que ce soit la thérapie cognitive et autres, ça permet de mieux travailler sur le cerveau. Et cela permet aussi d'arriver à une pleine conscience. Je vais vous parler du sommeil. C'est très important de bien dormir. Si vous êtes réveillé pendant plus de 48 heures, vous savez très bien que si vous êtes privé de sommeil, eh bien, tout va mal et vous aurez plus de douleur. Bon, vous avez eu beaucoup d'informations. Je veux juste résumer en disant que si vous voulez gérer la douleur chronique, il faut la comprendre. Donc, la douleur sert à protéger, mais quelquefois, ça surprotège. Les enfants qui ont une maladie rhumatismale ont un fardeau plus lourd de douleur. Et certains enfants ont une douleur qui persiste, même si on arrive à contrôler l'inflammation. L'inflammation est quelque chose de vrai. J'ai une autre citation pour vous, pour les parents dans la salle de Zoom. Alors, voici la citation. Le plus difficile quand on est parent, c'est de voir que les enfants souffrent et qu'on ne peut rien faire pour régler la situation. Malheureusement, nous n'avons pas de solution magique pour régler la douleur chronique. Mais on voit que si on soulage la douleur, on peut avoir une vie plus active. Maintenant, je vais vous donner des trucs et des astuces pour les jeunes gens, les adolescents, les adultes. Travailler avec l'équipe de rhumatologie pour trouver la meilleure solution. Alors, s'il vous plaît, bien vous alimenter, c'est très important, que ce soit quelque chose qu'on fait en famille et aussi d'avoir une bonne hygiène de sommeil. Alors, pensez à des choses qui vous calment, évitez de regarder l'écran avant d'aller dormir. Ensuite, travaillez avec un physiothérapeute. Alors, bien vous alimenter, comme j'ai dit également. Et il y a une physiothérapeute bien connue, Dr. Mosley, et qui parle de la promotion du mouvement. Ça, c'est très important. Ensuite, il faut arriver à gérer le stress. Ça, c'est un autre élément important. Également, avoir un soutien dans le cadre de santé mentale. S'il vous plaît, c'est très important d'avoir un soutien pour la santé mentale, non seulement pour la dépression, l'anxiété, non. Mais il y a des stratégies qui existent qui peuvent aider. Donc, l'interprète va répéter rapidement. Hygiène du sommeil, bons médicaments, bonne alimentation, appui pour la santé mentale, physiothérapie, bouger, gérer le stress et aussi d'avoir une adaptation positive. Ensuite, il faut apprendre ce qu'est la pleine conscience. Par exemple, si on s'inquiète,
en raison de l'avenir ou du passé. Il faut revenir au présent. Ça, c'est très important, le moment présent, se centrer là-dessus. All right, here. And then Ensuite, je vais en ajouter un autre. make positive changes a family goal. Les changements positifs doivent être un objectif familial And also anticipate setbacks. Pain relapses are part of this disease et and d'anticiper les moments also part of difficiles. many rheumatologic diseases as well. Et il faut faire preuve de souplesse. Il faut planifier les moments difficiles. Ça peut aider, vous savez. All right, and this last one is actually for Également, support members, so family members and c'est friends. pour les membres de la famille, pour les parents maintenant, les médecins aussi, les soignants. Il faut croire en la douleur de l'enfant et il faut les encourager. Un autre message pour les parents et les soignants, votre rôle est très important pour le bien-être de l'enfant et félicitez-vous pour ce que vous faites au quotidien pour permettre à vos enfants de relever les défis dus à la douleur chronique. Donc, félicitations pour tout le travail que vous faites. Également, j'aimerais ajouter qu'il y a beaucoup de ressources qui existent sur Casey and Friends, sur leur site web. Alors, vous voyez ici un hexagone. Il y a de ressources qui existent et vous ne savez pas par où commencer. Commencez par là. Casey and Friends. Il y a des sites web qui existent qui peuvent vous aider. Également, un rappel. Et c'est vrai pour tout le monde, non seulement les soignants, les parents, mais aussi pour les enfants. Alors, Eleanor Round dit, il faut prendre soin de soi. Ce n'est pas égoïste. Si on ne le fait pas, on ne peut pas aider les autres. Ça, c'est Eleanor Brown qui dit ça. Par exemple, à bord d'un avion, il faut d'abord mettre son masque avant de le mettre sur le visage de l'enfant. Donc, prendre soin de soi n'est pas égoïste. Si on ne le fait pas, on ne peut pas aider les autres. Alors, voici des livres que je recommande dans le cas de douleurs chroniques. Alors, il y a Managing Your Child's Chronic Pain et aussi When Your Child Hurts, quand votre enfant se fait mal. Il y a aussi des vidéos sur YouTube qui approfondissent un petit peu ce qu'est la douleur chronique. Alors, donc, une des vidéos sur YouTube s'appelle Understanding Pain in Less than 5 Minutes and What to Do About It. Comprendre la douleur en moins de 5 minutes, quoi faire. Et la deuxième vidéo, c'est Tame the Beast. It's time to rethink persistent pain. Alors, apprivoiser le monstre. C'est le temps d'envisager sous un autre angle la douleur qui persiste. Donc, ce sont des vidéos qu'on peut regarder. Alors, voici des ressources que je recommande. Ce sont des sites web. Alors, j'ai aussi des applications pour des exercices de pleine conscience. Et mes patients qui ont de la douleur ont trouvé cela très utile. Pour terminer, je vais vous montrer une œuvre d'art d'une jeune patiente et elle dit tout comme une fleur qui ne pas pousser au travers du ciment. Le cerveau me dit que je peux faire beaucoup de choses, mais je ne peux pas faire certaines choses. Alors, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer à la période de questions. Alors, Jen, à vous la parole. Merci beaucoup, Dr. McGrath, pour toute l'information que vous avez fournie. Alors, Devon et moi, on a déjà entendu votre présentation, mais je peux vous dire que les livres vraiment ont été très, très utiles et toute l'information que vous avez donnée a été très utile. Maintenant, on aimerait vous rappeler que vous pouvez
poser la question dans le Q&A, dans la fonction Q&A. On va essayer de répondre à toutes les questions et vous pouvez continuer à poser vos questions. Maintenant, je vais demander au Dr. McGrath de répondre à la question. Quel est le rôle pour la physiothérapie et la thérapie de l'exercice pour la GI? Alors, la physiothérapie est en effet très importante pour traiter les maladies rhumatismales et la GI. Il y a des preuves qui montrent que la physiothérapie aide dans le cas de raideur, de douleur. Et ce rôle est très important aussi dans le cas de douleurs chroniques lorsqu'il y a de l'inflammation. Et dans notre clinique, nous avons une physiothérapeute et elles font un travail extraordinaire avec les enfants et les jeunes adultes pour traiter l'inflammation. Et le rôle de la physiothérapie est très important. C'est une façon d'entraîner le système nerveux. J'en ai peut-être déjà parlé, mais je peux ajouter plus de détails s'il le faut. Merci beaucoup. Maintenant, la prochaine question, c'est pour Devon. Quelqu'un dit, il semble que l'AGI et le lupus provoquent tellement de douleur que la vie de ma fille s'étiole. Est-ce qu'on peut retrouver une vie normale? Alors, Devon dit, moi, je me suis posé beaucoup la question parce que moi, j'ai de l'AGI et j'ai aussi de la douleur chronique. Je peux dire que c'est tout un parcours et que le progrès arrive au fil du temps. Et tout à fait, on peut avoir une vie enrichissante, même si on souffre. Quelquefois, on a mal, mais les ressources existent. Il y a des personnes qui peuvent vous aider. Et puis, évidemment, il faut apporter certains changements, mais je peux dire que moi, je suis très heureuse et j'ai le sentiment que ma vie est enrichissante. Donc, je peux vous dire que c'est tout à fait possible. Une autre question au sujet de la douleur. Alors, ça a pris combien de temps arriver à une rémission? Devon dit, je ne suis pas en rémission. C'est quelque chose que j'aimerais voir un jour. Alors, je ne suis pas en pleine rémission, mais j'estime que la qualité de ma vie s'est améliorée. Et puis, même si je ne suis pas en rémission, je peux dire que je peux vraiment faire l'expérience d'une bonne vie. Alors, la maman dit maintenant, évidemment, Devon a subi tout un changement. C'était une gymnaste avant. Et ce que j'ai appris au fil du temps, c'est que peut-être ses activités ont changé, mais elle est quand même une athlète. Elle est quand même une étudiante qui est très bonne. Elle a des amis et elle ne lâche pas. Et elle n'établit pas de limites en fonction de la GI. Alors, Devon dit, peut-être que mes réalisations sont différentes maintenant, mais je me suis rendu compte que ma vie peut être tout aussi enrichissante, même si je célèbre le fait que je peux aller faire une promenade de 5 kilomètres, par exemple. Ça, c'est merveilleux maintenant pour moi, même si ce n'est pas le même genre de réalisation que j'avais il y a quelques années.
Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Dr. McGrath? Évidemment, c'est difficile lorsqu'on veut comparer ce qui se produisait avant le déclenchement de la maladie. Peut-être que vous vous définissiez autrement avant la maladie. Mais je peux vous dire que Devon a parcouru tout un chemin. Elle est revenue de loin. Et puis, au début, évidemment, ça peut être assez frustrant lorsqu'il y a de l'inflammation et le reste. Mais si vous pouvez bien travailler avec le rhumatologue, si vous essayez de conditionner votre cerveau, si vous pouvez travailler aussi avec la physiothérapeute, je peux vous dire qu'on peut y gagner beaucoup. Également, c'est bien d'avoir de l'aide à l'école. Et je peux vous dire qu'il y a de l'espoir pour tout le monde, pour avoir une vie vraiment enrichissante. Thank you. Alors, pour So vous, we'll move on Devon, to the next question over to l'avenir what point is semble quand même prometteur. Alors, quand est-ce que la douleur devient-elle chronique? Alors, le docteur McGrath dit, bon, on parle de douleur chronique de façon arbitraire si c'est plus de 3 à 6 mois. Alors, c'est défini de façon arbitraire. C'est en fonction de la recherche qui a été faite. Bon, c'est une question aussi de sensibilisation et les personnes qui ont une douleur chronique l'ont depuis très longtemps. L'inflammation peut être chronique, mais ça peut aussi se manifester par poussée. Alors, cela dépend, mais d'une façon arbitraire, la douleur chronique, c'est quand ça dure plus de 3 à 6 mois. Une autre question qui est liée l'enfant a, par exemple, de la douleur dans la base du dos, les poignets, les genoux. Est-ce que ça peut se manifester dans d'autres articulations? Donc, est-ce que la douleur peut se retrouver dans d'autres articulations, pas seulement dans les articulations du bas du corps? Oui, tout à fait. Et ça peut aussi toucher les articulations dans la partie supérieure du corps aussi. Oui, c'est un fait. Ça peut se manifester là. Donc, il faut en discuter avec le rhumatologue parce que quelquefois, c'est difficile de savoir est-ce que c'est la douleur qui est liée à la sensibilisation centrale ou non. Alors, un examen, ça c'est très important. Et puis aussi, il faut en parler au rhumatologue, de dire qu'est-ce qui fait que vous vous sentez mieux ou moins bien. Alors, il faut voir est-ce que l'inflammation se propage ou non. Et si le rhumatologue ne pense pas que c'est de l'inflammation, alors j'ai des patients, par exemple, qui n'ont que de la douleur dans la partie inférieure du corps et qui n'est pas nécessairement liée à l'arthrite. Et puis, cette douleur existe depuis longtemps. Ce n'est pas toujours clair, mais c'est possible que ce soit de l'arthrite ou que ce soit d'autres facteurs qui sont en cause. Merci pour que ce soit clair. Alors, Devon, est-ce qu'on peut continuer avec la gymnastique, Devon?
Alors, parlez-nous des sports que vous faites. So I kind of have made my own kind of decision for me just because of the Alors, level moi, I je was at prends was mes propres training décisions. really, J'étais really hard. à un I très wanted to haut go to niveau the de best for gymnastique. myself. Alors, je And faisais énormément that might not d'entraînement. be the best idea for me. However, Et I still love gymnastics very much. j'aime So quand I'm still même very la involved in gymnastique. coaching and training, starting Alors, to je learn some fais de gymnastics so I can still be involved in sport, l'instruction de as gymnastique. far as Je suis still coach de gymnastique. I am joining. I'm starting to become a part of my school track and field team because I also Et really puis, like je track fais and field. partie aussi de It's l'équipe a de decent gymnastique de endurance l'école. and a little Alors, less intense, but c'est moins intense que ce que je faisais avant, mais je m'amuse beaucoup. sport involvement now. Alors, Just a little summary. voilà ce que je fais pour ce qui est du sport. Perfect. Thanks, Devin. Merci beaucoup, So I'm gonna Devin. combine a few questions for this next Maintenant, segment je with vais Dr. combiner Graf. quelques So, questions. what role does puberty or age Quel est play le rôle de in la feeling of pain and management? puberté ou de So, l'âge pour ce qui est de la gestion de la douleur? Est-ce que pour les filles ou les garçons, ça sera différent? Awesome questions. Yeah, those are super Bon, great très questions. bonne Those question, are questions that dit working Dr. McGrath. scientists have been asking. Et les So, scientifiques se we posent la do know that question, puberty les definitely spécialistes de la affects douleur se experience. posent la question. Alors, la Our puberté, pain clinic, oui, for the majority is mostly young people est who un are around facteur puberty important. or afterwards. Alors, la plupart But des personnes qui puberty fréquentent in a notre sense clinique is sont right. So far, de there l'âge hasn't de la been any formal puberté. changes that On ne sait do pas influence nécessairement experience pourquoi, at mais il y a certain des ages of changements different biologiques qui activities and affectent how that comes to be. We know la that douleur. puberty does play a Donc, role in la people's puberté a un rôle à jouer, c'est puberty vrai. and pain experience. Et Or d'après more widely l'expérience qu'on avait eue en clinique, in cela terms of montre kind of male que versus la female, puberté joue un also, rôle. Pour ce qui est that's also a des little bit of a garçons et des follow-on filles, question. So we also do know that eh bien, on both sait males and females que are les garçons different. et les I guess like us, filles I think every person's pain experience is different. So euh, lines ont with the une other douleur, met with chronic pain. mais la douleur est unique They à all chacun, qu'on have soit different garçon ou symptoms, but they fille. have different nuances. And so Mais il peut y pain avoir is a des very nuances personal différentes. experience. And so La every person douleur, has c'est une expérience unique et each très person personnelle. and gender and all of Et that. puis, So in terms of males versus pour ce females, qui est des garçons et des filles, there is good evidence in the il literature y a des données that probantes chronic pain or qui montrent hypersensitization que la causing that douleur medication that I've spoken about today chronique is more common que in j'ai female than expliquée male. aujourd'hui se retrouve So plus for the souvent chez most les part, we filles see that about et 3/4 of the on females we see voit in our que chronic les pain trois clinic are female. quarts Chronic pain is a real documented des phenomenon patients sont that des is male. filles So I en don't want you fait, to think that if you're male and have chronic pain, mais it's different. It's just that ça ne veut pas dire que les overrepresented. garçons sont, I sont think it does have to exclus, do with just mais so multifactorial, but it does have il to y do a with the tellement de level of facteurs qui severity of the pain. interviennent, It is mais more prone, you are more s- prone to it as a les female, but filles it's sont plus everyone sujettes in a à la douleur chronique parce que ce sont des filles, justement. Perfect. Thank Très bien, you. So, merci. next question Une over autre to question Devin. pour Somebody Devon. noted that we had immunology on our slide and asked how Alors, that played in your arthritis journey. Devin, bon, do you pour want ce to qui est de respond? l'immunologie, quel rôle ça a eu We're still pour kind vous? of figuring this all out, but I have been experiencing a lot of random periods of J'ai eu hives, des as périodes où well tout as allait bien, I've also experienced vomiting along with that, mais so j'ai eu some aussi various des levels of that. vomissements. So we're just still Donc, discussing to figure out if on that ne is sait pas somehow au related juste to si autoimmune or if that's il y related a un lien avec le to something else, système like possibly like massive immunitaire. activation syndrome. We're still trying to figure all that On out, essaie but de great comprendre ce question, qu'il and en est, mais just c'est une still bonne figuring that question. out, but so far we're On essaie de staying voir ce qu'il touchy en est, mais about on some continue les hives and tests symptoms related to like allergies and stuff. parce que j'ai aussi Yeah, beaucoup we d'allergies.
Donc, on essaie de voir s'il y a un lien. Alors, oui, ça se passe avec les poussées. Ce n'est pas nécessairement lié à l'arthrite. Pour ce qui est de son expérience de la douleur, bon, il y a eu des vomissements, un inconfort, etc. Mais on essaie de voir ce qu'il en est. Maintenant, la prochaine question pour le Dr. McGrath. Comment gérer la douleur alors qu'on cherche d'avoir le bon traitement, d'avoir le bon diagnostic aussi? Est-ce qu'il y a des stratégies pour gérer la douleur lorsqu'on n'est pas au juste sûr de ce qui se passe? Très bonne question. Et puis, si on a encore de la douleur, peut-être c'est une sensibilisation centrale, peut-être c'est autre chose. Peut-être quelqu'un a beaucoup de douleur, le diagnostic n'est pas clair, l'inflammation n'est pas sous contrôle. Je pense que tous les trucs et astuces que vous avez vus sur les diapos peuvent être utilisés pour toute douleur. Donc, il vaut mieux aller voir un physiothérapeute ou une physiothérapeute si vous connaissez les symptômes, parce que la physiothérapeute peut renforcer, peut vous montrer des mouvements. Ça, c'est très important de bouger parce que ça, c'est très important lorsque la source de la douleur n'est pas claire. Alors, améliorer le sommeil, les habitudes d'alimentation, d'avoir un soutien psychologique, parce que s'il y a beaucoup de douleur et on ne connaît pas la cause, c'est très difficile, c'est frustrant et ça peut déclencher de l'anxiété. Alors, tout ce que j'ai recommandé pour traiter la douleur chronique, on peut l'appliquer à toute douleur. Alors, on essaie de voir ce qu'il en est de diagnostic, mais il faut utiliser les ressources que j'ai indiquées. C'est difficile de parler des médicaments parce que je ne connais pas nécessairement tous les détails du cas qui est évoqué ici. Alors, gabapentin est utilisé dans certains cas, dans le cas de douleurs chroniques chez les enfants. Ce n'est pas utilisé de façon courante, mais ça peut être utilisé. Cela dépend des détails. Je ne peux pas vous donner tous les détails, mais ça peut être utile chez les jeunes gens. Donc, alors, en plus du médicament, il faut aussi avoir une bonne équipe de soutien parce que c'est tellement complexe. Alors, il faut avoir le soutien psychologique, avoir aussi les bons médicaments et d'après moi, tout cela, c'est très utile. Jen dit, nous, on parle de notre expérience personnelle. Alors, on a identifié la GIA, mais on n'a pas toutes les réponses de la GI, par exemple, l'arthrite juvénile idiopathique. Alors, par exemple, les habitudes de sommeil, ça, c'était très important. Lorsqu'elle a amélioré le sommeil, cela a amélioré l'expérience de la douleur. Devon dit, alors j'avais une routine de sommeil que j'ai intégrée à mon quotidien parce que lorsque je dormais mal, ma douleur augmentait et puis si la douleur augmentait, je dormais moins bien. C'était un cercle vicieux. Et puis, le sommeil, ça, c'était très important. Mais aussi le soutien en santé mentale, ça a été utile pour elle parce que
on doit accepter le fait que la vie change. Et donc, si on a un bon thérapeute, je peux vous dire que ça fait toute une différence. Alors, vous voyez mon enfant qui est une fille absolument extraordinaire. Et puis, je peux vous dire, c'est que ma fille avait des problèmes. Ça ne veut pas dire que je n'ai plus de problèmes, dit Devin, mais maintenant j'ai des stratégies. Et avoir ces stratégies-là, ça fait toute une différence pour moi dans mon parcours. Ça fait toute une différence. Maintenant, une autre question qui traite d'acupuncture ou d'autres traitements, d'autres thérapies. Est-ce que c'est utile? Très bonne question, dit Dr. McGrath. On me pose souvent la question. Alors, en plus des piliers que j'ai mentionnés, c'est-à-dire de bouger les médicaments, d'avoir un soutien dans le domaine de la santé mentale, tenir compte de l'aspect psychologique, les 3 piliers, le côté biologique, psychologique et social. Je crois que les thérapies de remplacement peuvent être très utiles pour les jeunes gens, surtout pour la douleur dans le cas d'arthrite juvénile idiopathique. L'acupuncture peut aider, mais cela dit, l'expérience de la douleur de chacun est différente. Si c'est une douleur chronique, est-ce que c'est une question de sensibilisation centrale? Quelquefois, l'acupuncture aide et d'autres fois, l'acupuncture engendre la douleur. Donc, il n'y a pas de solution magique. Si on continue à le faire de façon sécuritaire, on peut toujours l'essayer. Et c'est une possibilité raisonnable, mais si ça ne fait qu'empirer la situation, évidemment, il vaut mieux arrêter l'acupuncture. Alors, moi, j'ai des patients qui m'ont dit que l'acupuncture, c'était très utile et d'autres m'ont dit que c'était l'inverse. Alors, la massothérapie, ça aide beaucoup pour soulager la douleur, mais d'autres personnes n'aiment pas du tout les massages. C'est une expérience tout à fait personnelle. Maintenant, le régime alimentaire, pour ce qui est de la rhumatologie, on parle de gluten, mais est-ce qu'il y a un lien avec le gluten et l'AGI? Ce n'est pas clair. Il y a des médecins rhumatologues qui disent qu'il vaut mieux éviter le gluten. Et on sait que le régime méditerranéen est vraiment à souhaiter. Il y a des données probantes qui prouvent que le régime méditerranéen, ça aide dans le cas d'arthrite. Donc, d'intégrer certains aliments à notre régime, c'est bon. Alors, peut-être aussi, il y a des symptômes intestinaux. Il faut voir ce qu'il en est. Peut-être certains aliments sont bons pour certains, pour d'autres non. C'est vraiment une expérience personnelle. Cela dépend de votre douleur. Et je pense que c'est vraiment une question d'essai et d'erreur et de voir qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Par exemple, un régime méditerranéen, vous avez des fruits, des légumes frais et s'il n'y a pas d'aliments transformés, ça aide pour l'ensemble des personnes qui ont de la douleur parce que cela engendre plus d'énergie et on se sent mieux. Mais ça, c'est un autre sujet. Je ne vais pas parler d'alimentation.
Je sais que vous avez eu déjà des diététistes qui vous en ont parlé. On pourrait parler longtemps d'aliments et d'alimentation, mais moi, je parle uniquement de l'expérience que j'ai eue. Alors, Dr. McGrath, oui, il y aura un webinaire sur le sujet et si ça vous intéresse, nous avons déjà un webinaire sur la nutrition. Alors, vous pouvez toujours aller écouter ce webinaire sur la nutrition. Alors, si on n'a pas répondu à votre question aujourd'hui, on va vous envoyer une réponse par courriel. Petit rappel, c'est que nous aurons le 23 avril des questions qui seront soumises et des experts vont y répondre. Alors, merci à nos conférencières aujourd'hui, Jennifer et Devon et Dr. McGrath. Alors, merci à vous tous parce que grâce à vous, ces séances sont possibles. Le webinaire sera accessible dans quelques jours. Il y aura donc un lien sur le site web. Vous pourrez y avoir accès. Également, un petit mot, si vous avez trouvé la séance intéressante, s'il vous plaît, faites un don parce que nous sommes un organisme à but non lucratif. Alors, vous pouvez voir sur notre site web ce qu'il en est pour voir comment vous pouvez faire un don pour aider tous les enfants qui sont atteints de maladies rhumatismales. Alors, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Alors, merci d'être venu chez nous à Vancouver où il pleut de façon